Salut Terence. Bien, salut Max, comment vas-tu? Ah bah moi je vais bien, je te remercie. Et toi-même? Ah bah très bien, excellent. Maintenant que t'as un an de plus, ça te fait combien là? Ça me fait 22. Depuis 22 hier. depuis ce matin, très tôt. Parce que je suis né à 17 h heure française. Donc mon anniversaire était à 2 h du matin ici. C'est merveilleux, tu l'as fêté dignement en passant ton premier tour de qualif à Melbourne. Ouais. Et alors juste un poil de contexte, on est donc en Australie et cette interview fait partie d'une série de 5 au sein de la team Extia que tu viens de rejoindre. Tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est dans la foulée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter avec tes propres mots à toi Bien Terence? sûr. Bah, présentation, tout simple. Terence Atman, 22 ans, collectionneur Pokémon et de temps en temps je joue un peu au tennis. Voilà, je suis aujourd'hui 144e mondial tennis et j'aime Pokémon. C'est beau. Et les animés? Et les animés, ouais. Même si en ce moment il n'y a pas trop d'animés qui sont sortis, donc je m'ennuie un peu, mais voilà, toujours Pokémon pour attraper. Alors, un poil de contexte en plus, c'est qu'on s'est rencontrés, pour ceux qui n'ont pas suivi Boulogne-sur-Mer, la série. Je vous invite évidemment à aller regarder sur YouTube. Nous, c'était quelques mois avant, dans la queue d'un avion pour Ouais, aller à l'US Open. ouais. Tu t'es retourné, tu m'as dit, putain, Tennis Legend, ça voyage en premium. Ouais. Et il s'est avéré qu'on était l'un à côté de Juste à l'autre dans côté. l'avion. Exactement. Et c'était tes premières qualifs à l'US, hein, c'est ça? Ouais, c'était mes premières qualifs de bah, c'était ma première qualif en Grand Chelem où je rentrais en qualif sans wildcard. J'étais 230, il me semble, à cette époque. Et ouais, puis on s'est rencontrés comme ça. Et puis moi, moi j'avais déjà vu 2 3 vidéos avec ta tête dessus, donc on peut pas trop l'oublier. Euh, Il sait me complimenter, cet homme. mais non, c'était pas un compliment, c'est pas. J'ai compris. Non, non, et puis ouais, on s'était rencontrés là à l'US Open, et puis ensuite on s'est revus sur ces rencontres par équipe, tout simplement, pendant un mois et demi. Donc c'est un très bon moment. J'ai beaucoup aimé participer à cette mise en scène, on va dire, entre guillemets, pour les matchs par équipe. Et c'était vraiment un moment vraiment très sympa et très convivial avec toi et Nathan. Bah, c'est sympa. Après, nous, on peut dire que tu es quand même un sacré client parce que t'en balances de la connerie au mètre carré. Ouais. Et à la fois, on va revenir sur ton parcours et tout, mais juste pour rebondir sur les matchs par équipe, bon, vous n'êtes pas monté, donc c'était Non, pas l'issue qu'on non, non, attendait. ouais. Mais est-ce que tu es tant que ça un team player? Est-ce que tu es plus individuel, tu penses, ou est-ce que tu arrives à te mettre au service de l'équipe? Ouais, je pense. Très honnêtement. Bah, très honnêtement, je pense que j'ai un peu de mal à mettre au service de quelqu'un d'une équipe parce que bah voilà, le tennis c'est un sport qui est extrêmement individuel et puis moi j'ai pas eu la chance de participer au double. Également dans ma vie, j'ai fait très peu de double, donc c'est vrai que jouer avec quelqu'un déjà pour me former, pour ne pas jouer pour ma propre personne. Ça, c'est toujours compliqué pour moi de me mettre au service d'une équipe quand on vient d'un sport individuel comme le tennis. Après, tu vois, j'essaie quand même de faire de mon mieux, d'être là pour l'équipe, d'apporter un peu de support. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais après, c'est toujours, toujours du bonus, toujours du plus. Voilà, pour finir cette saison, faire des matchs par équipe avec l'équipe de Boulogne, c'est fantastique. Bon, on va revenir sur ton parcours. Toi, tu es un peu en dehors du cadre, assez atypique, parce que tu n'as jamais été à la Fédé, il me semble. Jamais forcément dans les meilleurs, soutenu, tout ça. Donc c'est assez incroyable de te retrouver ici, deuxième tour de l'Open d'Australie, qualification. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé le tennis? Comment tu as découvert ce sport déjà? Ouais, bah, j'ai commencé le tennis à l'âge de 6 ans et demi. Bah, en fait, il faut savoir que je suis un grand fan de jeux vidéo également. Et j'ai commencé le tennis grâce aux jeux vidéo. Parce que C'est-à-dire? bah, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à la Wii avec les manettes et puis je jouais beaucoup à Wii Sport. Et sur Wii Sport, il y avait du tennis. Et je passais mes journées à jouer à Wii Sport. Et un jour, ma mère est rentrée du travail. Elle a commencé à m'insulter un peu en disant que c'était plus possible, qu'elle en avait marre que je reste la journée scotché devant la télé à jouer aux jeux vidéo. Et du coup, c'est comme ça qu'elle m'a inscrit dans un vrai club de tennis. Et j'ai commencé le tennis comme ça, tout simplement. T'es né à Boulogne-sur-Mer? Ouais, je suis né à Boulogne-sur-Mer, j'ai grandi à Boulogne-sur-Mer. J'ai passé 4 ans dans le sud également, sur Toulon. Donc j'ai fait de mes 13 ans à 14 ans et demi. Et j'ai fait 16 ans, 18 ans de Dans ces une années. académie? Ouais, en privé. En privé, dans une académie un peu en privé où j'avais mon coach qui était basé dans le sud. Du coup, j'avais déménagé dans le sud
depuis tout petit. Puis ensuite, voilà. Avec tes parents ou solo? Non, solo. J'étais seul. Je me suis retrouvé seul à vivre un peu tout seul à l'âge de 13 ans. Donc ça a été très formateur aussi dans ma progression. Et puis après, voilà, j'avais mon appartement quand j'avais 16 ans. J'avais mon appartement seul. Je me faisais à manger tout seul, etc. Au début, c'était pas facile, mais j'ai appris à cuisiner, j'ai appris pas mal de choses. Ma mère m'a bien guidé, elle essayait de venir quand même le plus de fois possible dans le sud, parce que c'est quand même des voyages qui étaient assez longs, de Boulogne-sur-Mer à Toulon, c'est quand même 1000 kilomètres, donc c'est pas évident. Mais voilà, elle essayait toujours de venir une ou deux fois par mois, une petite semaine par-ci, une petite semaine par-là. Donc non, le temps est passé très vite et je me suis pas trop ennuyé durant cette période, alors que j'étais très loin de ma famille, que j'avais personne entre guillemets, qui parlait de ça, donc non, c'était cool. C'était quoi ton plat signature à l'époque? Terence Atman au fourneau, Ouais. nu sous son tablier, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à pâte carbonara. Ouais. J'adore, je fais des très bonnes Voilà. pâtes carbonara, je vois, rien de spécial. On met des légumes ou pas là-dedans? Ouais, bien sûr, j'achetais à l'époque, enfin, j'achetais des légumes surgelés que je faisais cuire moi-même, plus derrière après des pâtes et tout. Bah après, de toute façon, les repas ils sont copieux en tant que sportif, hein, ça reste beaucoup de viande blanche, beaucoup de féculents, beaucoup de prod, donc au final, les plats sont pas très compliqués à faire. Et quand j'étais en week-end, j'essayais de me faire un peu des gâteaux, j'essayais un peu de varier un peu, de cuisiner. Et ouais, ça me plaisait et ça me plaît toujours. Si j'ai la chance d'avoir un peu de temps libre sur les prochains mois, j'aimerais beaucoup prendre des cours de cuisine. Je trouve ça super sympa. On va faire un petit vlog ensemble là-dessus, je Ouais, pense. Il y a des choses il y a des choses à dire. avec grand plaisir. Ouais, moi ça m'intéresse. J'aime beaucoup un peu tout faire. Donc j'aime bien toucher à tout. Donc c'est vrai que la cuisine, pour moi, c'est intéressant. Puis ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous faire ta progression non classée à numéro, étape par étape? Ouais, Avec, je me souviens. je sais pas si tu as les âges, c'est peut-être un peu plus Ouais, compliqué non, ça, je me mais. souviens. Je me souviens. Machine. J'ai eu mon premier classement à l'âge de 10 ans, j'étais 35. Ensuite, je suis désolé, mais entre 11 et 13 ans, je me souviens plus trop. Ouais, pas Je grave, sais, le jump des classements. ouais, je sais que à l'âge de 13 ans, j'étais 4-6. Et que pour mon Attends, anniversaire, attends, entre 35 et 4 ça fait quoi? bah justement, je sais plus trop et j'ai pas envie de dire de bêtises à la caméra, mais il me semble que j'ai fait 35-30, 30-15-4, 15-4, 15, 4-6. Et là, à partir de 13 ans, donc j'étais 4-6. Ensuite, pour mon anniversaire, pour mes 14 ans, j'étais 1-6. Et ensuite, à 15 ans, j'étais à -2. À 16 ans, j'étais -15. Et vers fin d'année de mes 16 ans, j'étais numéro. Ah, c'est propre. Ouais. Et pourquoi t'as jamais été soutenu par la Fédé? Bah, parce que devant moi, il y avait des joueurs plus forts, tout simplement, comme bah, Harold Maillot, Lilian Marmousset, Arthur Cazot, Martin Brezak. Enfin, il y avait pas mal de joueurs français qui étaient devant moi, donc forcément, je n'étais pas vraiment mis en valeur, même si j'étais quand même parmi les meilleurs, mais il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que moi devant, donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pas trop soutenu au début. Je crois que tu pétais des gros câbles aussi sur le cours, non? Ouais, toujours, toujours, hein, ça, il y a des choses qui n'ont pas changé, mais un peu moins maintenant, mais c'est vrai que Je crois que ça a joué. ouais, bien sûr, ça a joué. J'ai un tempérament qui est très nerveux sur le terrain. Je suis très perfectionniste, donc dès que surtout quand j'étais plus jeune et que j'avais pas cette maturité pour me dire, bah voilà, j'ai pas besoin de jouer top 10 pour gagner des matchs. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me canaliser étant plus jeune, donc je pense que ça a joué aussi parce que bah, c'est vrai que quand t'as le choix entre un joueur qui joue au même niveau et que t'en as un qui pète des plombs, qui casse des raquettes tous les deux matchs et quand t'en as un qui est hyper calme et hyper stable sur un terrain, c'est vrai que t'as plus tendance à choisir un mec qui est stable. Après, ça veut pas dire que pour autant que je suis une mauvaise personne ou que je suis quelqu'un, c'est juste que voilà, j'arrivais pas à gérer cette exigence que je mettais envers moi-même et ça me faisait totalement vriller. Et ton père te rentrait dedans à ce moment-là, le fait de devoir racheter des raquettes et tout, ça se Non, passait comment? non, parce que bah, j'avais la chance, comme j'étais quand même parmi les meilleurs depuis le début, j'avais quand même la chance d'être sponsorisé par les marques de raquettes. Donc c'est vrai que j'ai jamais payé un cadre de ma vie. Et eux te mettaient pas forcément de barrière? Non, pas forcément, parce que bah voilà, ils savaient un peu comment j'étais, ils savaient pourquoi ils m'avaient signé. Et puis non, ils ont toujours été cool avec moi. J'ai dû racheter peut-être 3 ou 4 cadres depuis tout jeune, quoi. Mais non, c'est vrai qu'ils ont toujours été sympas avec moi, toujours été cléments sur les raquettes cassées, sur tout ça. Mais ouais, c'est vrai que maintenant c'est un peu différent. Maintenant, je commence à me rendre compte quand même que bah, voilà, on peut casser des raquettes, tout ça, mais voilà, c'est pas quelque chose à faire.
Je pense que maintenant c'est passé, quoi. Est-ce que ça te rendait dingue particulièrement de pas forcément être dans le giron et soutenu comme les autres? Première partie de question. Et est-ce que ça t'a donné un fire? Si oui, est-ce que ça t'a donné un fire supplémentaire? Ou sinon, est-ce que tu es heureux d'être là tout simplement avec moi à cette table? Ouais, je pense que ça a joué un peu dans ma progression. Je pense que quand j'ai vu que mes copains étaient soutenus et pas moi, c'est vrai que ça m'a piqué un peu dans mon ego et dans mon mental. Donc c'est vrai que je pense que ça a allumé un peu un feu en moi qui a fait que voilà, que j'avais peut-être envie inconsciemment de prouver à tout le monde que moi aussi je pouvais être un bon joueur et que je méritais ma place ici parmi les meilleurs Français. Et ouais, je pense que ça a contribué un peu à ça. Après, maintenant, j'ai plus rien entre guillemets à leur prouver, tu vois, même à qui que ce soit, mais je joue pour moi-même maintenant. Mais c'est vrai que plus jeune, ouais, ça peut être un élément déclencheur, entre guillemets, qui a un peu accéléré le processus sur ma progression, je pense. Ouais. T'as arrêté l'école à quel âge? J'ai un parcours aussi atypique sur l'école. Il faut savoir que j'avais des horaires aménagés en sixième. En fait, j'avais que les cours principaux le matin. Et c'était un accord que j'avais avec mon collège. Et puis l'après-midi, j'arrivais à m'entraîner librement. C'est quoi les cours non principaux? Bah, Techno? ouais, j'avais des cours non principaux comme techno, SVT, physique, chimie, sport. Tout ça, ça saute. Bah, tout ça, non, tout ça, ça sautait pas. Mais disons que ça, je l'ai rattrapé quand j'avais le temps. D'accord. Et voilà, en cours principal, j'avais forcément le français, mathématiques, histoire géo, anglais. Tous les cours vraiment principaux Ouais. étaient mis au matin. Et puis après, une fois que j'ai fini cette sixième, après voilà, on a décidé d'arrêter complètement et de passer au CNED. D'accord. Donc j'ai fait le CNED de la cinquième à la troisième, j'ai passé mon brevet. Et une fois que j'ai passé mon brevet, après j'ai complètement arrêté l'école. Ouais. Arrêté le CNED, j'ai complètement arrêté parce que bah, voilà, j'avais plus le temps avec mes entraînements. D'ailleurs, à partir de 14-15 ans, je commençais à vraiment voyager autour du monde. Donc ça a pas été simple aussi de mixer entre l'école et le tennis, et j'ai fait le choix d'arrêter l'école pour me consacrer à 100% au tennis, et aujourd'hui je le regrette pas, non. Ce que je trouve incroyable, c'est que tu parles un anglais parfait, avec un accent délicieux, Ouais. et tu t'exprimes hyper bien en français. Enfin, comment t'as continué de te former en fait? Parce que tu pourrais être. Ouais, Déjà, t'es pas censé être bilingue forcément. C'est quoi ta manière à toi d'avoir continué d'apprendre en fait? Ouais, bah, moi je suis quelqu'un de très passionné sur un peu tout ce que je fais. Donc après j'ai eu de la chance parce que ma mère est bilingue aussi à la base. D'accord. Donc ça m'a beaucoup aidé. On faisait beaucoup de cours d'anglais ensemble déjà depuis tout petit. Donc ça a aussi un peu contribué. Et puis après voilà, j'essaie de m'exprimer proprement. J'essaie de pas trop bafouiller, de pas trop mixer entre guillemets les mots. Donc et puis l'accent, ouais, j'essaie d'avoir le meilleur accent possible, d'essayer de m'exprimer du mieux que je puisse, mais voilà, hein. Hello Terence, do you speak English? Yes. What's your name? Yes. Il la connaît, lui. Je la connais, ouais. Malheureusement, tu ne pas. Ouais, non, et puis après, voilà, l'anglais, j'ai toujours continué à développer avec mes potes du tennis que j'avais à l'étranger. Donc, c'est vrai qu'à force de s'exprimer en anglais, bah, au final, on commence à prendre un peu le rythme. Et puis après, comme je voyage souvent, bah, la langue que je parle le plus durant l'année, c'est l'anglais quand même. Ouais. Donc, bah, au bout d'un moment, tu es obligé de parler anglais parfaitement pour pouvoir tenir une conversation quand même avec des mecs. Ton tout premier point ATP, tu peux nous le raconter? Ouais. Tout premier point ATP, c'était à Afrique du Sud, à Johannesburg, la ville la plus meurtrière au monde. Johannesburg. Ouais. Ouais. Un crime toutes les 3 minutes. Bon, après, tu sors de l'aéroport, tu vas à l'hôtel des joueurs, tu vas sur les cours de J'ai des tennis, tu belles t'en rends pas anecdotes. compte, si? Bien sûr que tu t'en rends compte. Ah, J'ai des belles anecdotes excusez. là-dessus. Bah, en fait, je jouais, donc j'avais 17 ans à l'époque, c'était il y a 4 ans, et je jouais un junior, un grade A, junior, donc les plus gros tournois juniors qui étaient à Cape Town, en Afrique du Sud. Et j'avais fait finale cette semaine-là. Et puis il y avait un 15 000 qui se déroulait la semaine d'après à Johannesburg, et j'étais avec mon meilleur pote Arthur Cazot là-bas. Et mon coach n'avait pas pu m'accompagner. Du coup, j'étais resté avec Arthur et à l'époque son entraîneur Julien Gillet. Ouais. Et donc du coup avec Julien et Arthur, on était restés toute la semaine ensemble, on avait fait les entraînements ensemble, Julien venait sur les matchs, puis moi j'allais sur les matchs d'Arthur, enfin c'était vraiment très sympa. Et donc Arthur perd en demi-finale du tournoi, moi je perds en finale, et puis avec Arthur on fait finale au tournoi en double, on perd en finale. Et la semaine d'après il y avait un 15 000, et puis bah j'étais pas inscrit, je savais même pas comment on s'inscrivait sur un futur, tout ça, donc je vais là-bas un peu à l'intox, et je m'inscris.
Et je rentre tableau final en fait parce que j'avais eu une espèce d'exemption en junior qui était pas trop autorisée, mais au final ils ont eu un accord avec les ITF, enfin bref. Et du coup je suis rentré tableau comme ça à 17 ans et j'ai eu mon premier point ATP comme ça. En fait j'ai passé mon premier tour, j'ai même passé mon deuxième tour. Tu bats qui? Euh, Pas grave, si tu tiens pas. je sais plus du tout. Tout ce que c'est que j'avais gagné à 980 ATP au premier tour. Et derrière, j'avais gagné à 1000, je crois. Et j'avais perdu en quart de finale du 15 000 pour mon premier futur contre Benjamin Locke, qui était des Zimbabwe, qui était 400 et qui est encore dans ces alentours-là aujourd'hui. Donc, ouais, je me souviens par cœur de ce match. Ouais. Énorme. Bon, on prendra un jour le temps de faire un épisode un peu plus complet. Ce qui est assez incroyable, c'est que ce moment où on se rencontre dans l'avion, t'es 300 par là, 230? Ouais, on se rencontre dans l'avion, j'étais 235 à peu près. Ouais. C'était quand? C'était fin août, début septembre? Ouais. Ouais, début septembre, ouais, j'étais 230. Ouais. Et Robin, ton coach, me dit je lui sens une progression incroyable, il a tout pour être top 100 bientôt. Et quand tu connais pas la personne en face, tu te dis bon, bah, c'est ce qu'on lui souhaite, hein, mais en vrai, on sait pas. Et derrière, tu claques une saison en Chine assez folle, une tournée chinoise de dingue. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est mis en place? Et même si hier, tu as failli passer à la trappe, donc parfois ça joue à rien, mais est-ce que tu as quand même des ancrages un peu plus forts qu'avant? C'est quoi Bien ton sûr. évolution là? Ça s'est joué à rien. Tu vois, par exemple, on est arrivé en Chine, j'ai perdu. Premier tour, je sauve 7 balles de match sur mon premier tour, sur mon premier challenger que je gagne. À préciser, c'est que tu perds au deuxième tour qualif, ça m'avait fait halluciner. À l'US Open, tu sautes dans l'avion, tu joues 2 jours après. C'est incroyable, je perds le vendredi soir contre Duckworth, contre James Duckworth avec 3 balles de match et je perds 18 au super tie du troisième. Ouais. On finit le match à 20 h, je rentre à l'hôtel, je prends ma douche, je commande à manger et à minuit et demi on était dans l'avion pour aller en Chine. Donc le vendredi, je jouais mon premier tour le lundi soir. Vous avez booké l'avion en sortant du cours, On a quoi. booké l'avion en sortant du cours, on a dit bah c'est bon, on y va, on a le temps d'y aller, on y va. Et au final on se retrouve à être en Chine, on part le vendredi soir, on arrive le dimanche matin en Chine avec 12 heures de décalage et qu'une seule journée d'adaptation. Et donc j'arrive le lundi, je joue le lundi soir, j'arrive mais explosé sur le terrain. Je joue une wildcard, je gagne 7-6 au troisième en sauvant 7 balles de match. Et derrière, je gagne le tournoi en me levant tous les matins à 2h30 du matin, parce que c'est impossible de dormir après 2h30 et je me couchais tous les soirs à 20 h. Parce que finalement, ça t'a enlevé de la pression parce que tu t'es dit, bon, bah voilà, là, si je perds, c'est normal. Bah ouais, je me suis dit, bah tu sais quoi, fais comme tu peux. De toute façon, je vais être en Chine pendant 2 mois. Premier tournoi, si je perds tôt, c'est pas très grave. J'aurai quelques jours encore de sommeil d'adaptation. Puis au final, je me retrouve à gagner le tournoi. Ouais. Donc on était un peu surpris, entre guillemets. On s'est regardé, on était mort de rire toute la semaine, quoi, parce que au final, j'arrive et puis derrière, ça me relâche. Je gagne en 3-7. Deuxième tour, je gagne en 3-7. Quart de finale, je gagne en 2. Demi-finale, je gagne en 3. Et finale, je gagne en 2. Donc au final, on se retrouve en fin de semaine en train de manger l'un en face de l'autre avec le titre et on se dit mais la semaine on l'a pas vu passer quoi, tu vois. Donc ensuite on se retrouve sur la deuxième semaine, je perds au deuxième tour, un peu fatigué, pas eu trop le temps de récupérer. Enfin on a enchaîné, on a pris des vols internes parce qu'il faut savoir que la Chine est les gens le savent mais la Chine est un très très grand pays. Donc on a eu un vol de 4 heures quand même entre deux villes en Chine avec 2 heures de décalage horaire en plus. Donc c'était pas évident et puis derrière je me retrouve à perdre au deuxième tour à Shanghai sur un Challenger 100 et puis la semaine encore d'après bah, je regagne encore un Challenger où je sauve encore 3 balles de match en finale quoi. Donc c'était vraiment ouais et puis après voilà Master 1000 à Shanghai, je passe les qualifs, je gagne mon premier tour sur Jordan Thompson, je joue à Nico Jarry qui était top 20, enfin des expériences de dingue. Dingue ouais, Zhuhai ATP 250 ou sur mon premier set du circuit ATP, sur mon premier match de ma carrière, je gagne 6-0 contre Nishoka. Après, je m'écroule parce que voilà, on a gagné 2 challengers en 3 semaines et j'avais même pas encore récupéré. Et pour te dire, donc il y avait 2 semaines entre Zhuhai et Shanghai. Et sur ces 14 jours, j'ai pris 8 jours de repos. Pour te dire à quel point j'étais fatigué. On a essayé de retaper après 5 jours, je n'arrivais pas à taper une balle.
J'étais mais vidé, épuisé, à un point, un squelette. J'ai même hésité à rentrer en France. Et au final, on a poussé, on a réussi à faire Shanghai. J'ai très bien joué. Puis ensuite, derrière, on est rentré en France. J'étais complètement explosé. Et après, j'ai fait ces matchs par équipe, malheureusement un peu fatigué, un peu dans le trou. Mais voilà, après, c'était une superbe expérience quand même. Bravo. Bon, désolé pour le bruit, hein. On est dans le resto 4e. Il y a une porte qui claque qui m'en dingue. Mais on est bien quand même, ne t'inquiète pas, Terence. Ouais, toujours. Hein. T'as quoi? T'as une sieste de prévu dans pas longtemps? Non, j'ai entraînement. À quelle heure? 16. Ouais, ici, il faut que j'ai. On va la jouer fine. Ouais. Ok, donc ça se goupille bien, tu mets de la confiance de côté, tu as des super résultats. Là, tu es un peu dans une autre dimension, tu es 140. Deuxième tour au qualif. Comment tu l'appréhendes ce deuxième tour? Ouais, bah, je l'appréhende super bien. J'ai passé mon premier tour hier à stress. J'étais un peu stressé. J'ai pas très bien géré le premier set hier, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Au passage, j'aimerais quand même remercier les fans français qui étaient présents sur le bord du groupe, qui m'ont vachement aidé. Il y avait un groupe d'une quinzaine de Français qui se levaient à tous les points, qui mettaient de l'ambiance. Et je pense qu'ils m'ont vraiment aidé à passer au-delà de cette barrière un peu de je joue mal, je suis pas bien, j'y arrive pas. Et au final, j'ai réussi quand même à trouver du positif un peu dans ce que je faisais, même si je contrôlais pas grand-chose. Mais au final, j'ai réussi à trouver un peu de positif et ce positif-là à le transformer en une force. Et puis au final, après derrière, j'ai réussi à dérouler dans le deuxième set. Et puis après, voilà, dans le troisième set, une fois que tu as passé cette étape de stress, après, je commence à me relâcher. L'autre a commencé à se tendre un peu, ça s'est inversé. Puis après, ça s'est bien passé, donc je suis content. Puis voilà, deuxième tour demain, à appréhender avec sérieux, même si le joueur est moins bien classé. Mais voilà, il faut toujours rester sérieux, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, voilà, je vais l'aborder comme un match, comme un autre. Hein, mais voilà, va falloir rester sérieux, va falloir rester vigilant. Et puis il va falloir juste s'exprimer pleinement et essayer d'aller chercher un troisième tour en qualif ici. C'est vrai que tu es sérieux là, hein. Je te sens sérieux, je te sens concentré. Ouais. Très sérieux, très concentré. 2024, nouveaux objectifs. Voilà, nous on a changé pas mal de choses sur ce foncier, on a amélioré pas mal de choses. Donc c'est vrai que j'aimerais essayer de mettre en place un peu ce qu'on a travaillé le plus rapidement possible pour progresser encore plus vite. Donc non, très sérieux. Je me sens beaucoup plus mature entre guillemets en tant que personne, un peu dans mon tennis. Donc non, voilà, j'ai hâte de voir ce que 2024 me réserve. Moi, je compte donner à 100% sur chacun de mes matchs. Et puis après, la suite, on verra. Hein. Ça restera une conséquence. Mais voilà, je suis content d'être là et on verra comment ça se passe sur la suite. Alors pour conclure, tu as rejoint la team Extia composée de toi-même, Arthur Hinderknecht, Hugo Nice, Nicolas Mahut, Constant Lestienne. Oui. Peux-tu nous expliquer ce qu'est cette team et pourquoi avoir choisi d'en faire partie? Et ce qu'il t'apporte également. Ouais, bah voilà, Extia, c'est une boîte d'informatique détenue par Arnaud Frey, qui est du coup maintenant un de mes sponsors majeurs. Arnaud Frey, grand pote de Franck Pack, directeur de ton club à Boulogne-sur-Mer. Tout à fait, c'est Franck qui m'a fait connaître Arnaud, on a beaucoup échangé, il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait pour les joueurs, ce qu'il aimerait apporter à certains joueurs. Donc c'est vrai que le concept m'a tout de suite plu et puis voilà. Et puis tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, il m'a choisi pour faire partie de sa team. Après Arnaud, c'est en majeure partie c'est un soutien financier quand même, voilà, qui va m'aider, qui va m'accompagner, j'espère le plus longtemps possible sur ma carrière. Et puis voilà, Arnaud c'est un mec qui est très gentil, c'est une très bonne personne aussi humainement. Donc c'est vrai que voilà, c'est un soutien également moral. Aussi beaucoup plus que financier, parce que voilà, si j'ai besoin de quelque chose, de 2-3 conseils, si j'ai besoin de quoi que ce soit, Arnaud il est toujours là pour moi et je suis vraiment très content d'avoir rejoint sa team aujourd'hui. Et puis j'espère que cette bonne entente et que cette bonne ambiance au sein de la team va continuer, même avec les joueurs de cette team. Et puis voilà, j'espère qu'on ira loin ensemble. Allez, bon deuxième tour. Merci. Et vamos mon gars. Ouais, c'est clair, on va aller chercher ça. Hein. Ciao. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.